Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre en direct sur Canal Algérie. Soutien franc et engagé des pays voisins de la Libye pour sortir ce pays tout simplement de l'ornière politico-sécuritaire. C'est en somme ce qui ressort aujourd'hui de cette réunion ministérielle du voisinage de Tripoli organisée à Alger. Reste désormais à mettre en place ou à initier les voies légales et les mécanismes organisationnels pour tout simplement accompagner ce processus politique encore en chantier. Un consensus régional donc et une volonté commune affichée qui vient sans doute sceller les percées politiques libyennes déjà enregistrées depuis un an et l'aboutissement, pourquoi pas, si tout va bien, des élections, des prochaines échéances présidentielles et législatives libyennes qui, de la vie générale, devraient donc marquer une nouvelle ère pour les Libyens. On en parle ce soir avec nos invités sur le plateau. Nous avons Kamel Mansari avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de publication du quotidien Le Jeune Indépendant. Et puis nous avons M. Mohamed El Koulsi, directeur général du quotidien El Moudjahid. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Alors, on va commencer avec vous, Kamel Mansari. Est-ce que vous pensez que les décisions qui ont marqué cette rencontre d'Alger vont sceller une nouvelle ère pour le processus de paix en Libye? Tout à fait. Une nouvelle ère, oui, mais une nouvelle démarche. En plus, pour la première fois, on voit les pays voisins concernés directement par le conflit libyen, se mettre d'accord pour devenir un bloc uni, c'est-à-dire qu'ils parlent d'une même voix et qu'ils prennent des décisions ou des initiatives d'une seule voix aussi. Oui. Ce qui est nouveau, c'est que cette fois-ci, ils ne peuvent se considérer comme écartés des dialogues, des initiatives qui ont été prises jusqu'à aujourd'hui. Les pays voisins se sont mis d'accord à travers les 16 points de la déclaration qui a sanctionné les travaux de 2 jours. C'est le fait qu'ils ne peuvent plus être marginalisés comme ils l'ont été jusqu'à aujourd'hui, que ce soit dans l'élaboration des solutions ou bien en étant invités dans les débats et les solutions qui ont été initiées jusqu'à aujourd'hui par les puissances, que ce soit l'ONU ou également par l'ONU. Je fais référence au plan Berlin 1 et Berlin 2. Et bien évidemment, aux 2 résolutions de l'ONU, la 2570 et la 2571. Ces pays-là savent pertinemment aujourd'hui que le cas où l'instabilité, la poursuite de l'instabilité en Libye, le cas où l'insécurité va se répercuter sur eux, ils sont les perdants. Ils ne peuvent d'abord ignorer cette réalité, ils ne peuvent continuer à la subir et ils ne peuvent plus rester les mains croisées, les bras croisés. Ils doivent réagir. Cette initiative n'est pas simplement une rencontre pour se rencontrer ou pour donner des dénonciations ou pour marquer le point. C'est un mécanisme qui va être enclenché. On le comprend comment? Quand on lit la 16e point de la déclaration qu'il va y avoir une prochaine réunion qui va se dérouler en Égypte, ce qui est annonciatrice d'une démarche qui est suivie. Cette démarche-là, elle est globale et en même temps, elle va dans le détail. Comment? C'est-à-dire, quand on revient au point 6 et 7 de la résolution, de la déclaration, il y a l'importance et la nécessité que les forces étrangères quittent le pays, quittent la Libye, qu'ils lèvent la main sur le conflit pour donner la chance aux Libyens et aux institutions légales, c'est-à-dire l'ONU, l'OUA, l'UA et la Ligue arabe et l'Union européenne, pour devenir les véritables acteurs, pour qu'il n'y ait pas de parasitage de la solution en cours. Vous avez parlé de chantier, on n'est plus dans le chantier, on est dans l'application des solutions à travers le forum de discussion, de dialogue qui a eu lieu en Libye l'année dernière et qui a donné lieu à ce processus électoral qui va se dérouler en fin d'année. Le forum interlibyen? Vous parlez du forum interlibyen? Oui, forum interlibyen. Mais la déclaration d'Alger, elle sanctionne aussi, elle marque aussi une nouvelle étape, c'est-à-dire celle de l'implication directe des États à travers la mission ministérielle qui va dégager, qui va d'abord discuter avec tous les Libyens et en même temps avec la reprise en main de l'Algérie de la question politique à travers la reprise la réactivation des commissions politiques et sécuritaires confiées à l'Égypte et politiques à l'Algérie. C'est ça la nouveauté, ce n'est pas un rendez-vous pour se rencontrer, c'est un rendez-vous pour prendre des décisions et marquer et dire que les pays voisins ne peuvent plus rester en marge, comme ils l'ont été mais qu'ils vont agir. C'est normal parce qu'ils vont payer les factures de l'instabilité en Libye. Alors il y a, Monsieur Mohamed El Koulsi, il y a
eu marginalisation effectivement des pays voisins de la Libye pour s'impliquer davantage dans ce dossier libyen. Mais il y a eu aussi une forme de désintérêt aussi pour ce dossier, voire de complicité pour certains pays, de complicité avec des puissances étrangères. Il aura quand même fallu 10 ans pour qu'il y ait cet éveil par rapport à la crise libyenne qui impacte finalement toute la région, voire une partie du monde. Hein. Oui, en fait, ce qui se passe, peut-être, il renvoie, disons, à la nature humaine de façon générale. Quand quelqu'un a un problème, les gens se détournent de lui. L'Algérie a connu ça durant la décennie noire. Oui. Et donc, quand il y a 10 ans de ça, un Anglais et un Français ont décidé de contourner une résolution du Conseil de sécurité pour faire imploser la société libyenne, ils n'avaient pas pensé aux répercussions. Oui. Et les répercussions, c'est, on l'a vu, avec un arsenal militaire qui a été dispersé, avec un afflux de combattants étrangers, de terroristes, et donc la région s'est trouvée dans une poudrière. C'est finalement cette image, peut-être, qu'un gosse qui joue avec le feu et puis qui se brûle. Et maintenant, plusieurs pays, et pas uniquement les pays du voisinage, ont pris conscience que c'est un risque qui n'est pas confiné uniquement à l'intérieur de l'espace libyen, mais qui peut déborder. Déborder pas uniquement au niveau des pays du voisinage, des pays frontaliers avec la Libye, mais aussi de l'autre côté de la Méditerranée. Et c'est pour ça que cet intérêt de plusieurs pays pour trouver une solution définitive et stratégique. Il est stratégique à plusieurs niveaux. Mon ami Kamel Mansali a parlé de 2 commissions politiques et sécuritaires. Si on prend la commission sécuritaire, elle est très importante. Présidée par l'Égypte. Oui, au moins pour 2 raisons. D'abord, si, tel que c'est le vœu de l'ensemble des pays qui sont pour cette solution politique, on se rapproche des élections générales. Il faudrait peut-être s'attendre, bon, touchons du bois que ça ne survienne pas, une aggravation de la situation sécuritaire. Ce qu'on appelle, ce n'est pas exclu. Si on est en train de parler, il faut que les combattants étrangers, que les mercenaires quittent la Libye, il faut s'attendre aussi à une réaction violente. Le premier danger, c'est qu'il faut éviter le principe des vases communicants. Il ne s'agit pas qu'ils sortent de ce pays pour se retrouver dans un pays voisin. Oui. C'est vraiment le premier danger. C'est la sécurisation des frontières, justement avec la réactivation, nous en parlions hier d'ailleurs sur ce plateau, la réactivation un peu de la coopération militaire quadripartite entre la Libye et plusieurs pays tels que le Niger, le Soudan et je crois je ne me souviens plus du 4e pays. Oui. Et le Tchad qui vient de dire bon, je refuse que les mercenaires tchadiens rentrent chez moi. Le second volet, le volet de la commission politique, c'est très important parce que là, la solution politique devient de plus en plus plausible, oui, valable, elle devient de plus en plus solide. On se rapproche de certaines échéances et apparemment il se dégage un consensus, même au sein des Libyens, pour aller vers ces élections. Bien évidemment, on l'a vu hier ou aujourd'hui, la ministre des Affaires étrangères libyenne a parlé il faut unifier l'armée. Oui. On sait très bien que l'axe central en Libye, c'est vraiment l'armée. Si l'armée est fractionnée ou dispersée entre plusieurs groupes, le problème risque de se poser. Et c'est pour ça que la solution politique est autrement plus importante. Elle est d'autant plus importante qu'elle conditionne finalement la légitimité et la reconnaissance du résultat de ces élections. Oui. Voilà. Alors, si on devait revenir aujourd'hui sur l'unification ou non des voix autour de ce problème libyen, est-ce que vous pensez que cette rencontre d'Alger a permis justement de sortir un consensus sur les questions les plus sensibles, donc organiser la démobilisation des mercenaires, sécuriser les frontières, les questions les plus sensibles, et on le disait, certains pays sous-traitent avec des puissances étrangères dans ce sens. D'abord, comme je l'avais précisé, les pays du voisinage de la Libye parlent en un seul bloc. Ça, c'est déjà important. Les questions sensibles qui ont été soulevées, lesquelles? On a
la question des interventions étrangères, c'est-à-dire le départ des armées aussi. Il n'y a pas que des mercenaires. Il y a une puissance étrangère qui est la Turquie, qui a sa présence, qui est présente dans l'Ouest libyen. Il y a certainement des mercenaires, on parle de Wagner, on parle des Soudanais, on parle des Tchadiens, on parle aussi des milices et des 14 000 terroristes qui ont été emmenés par la Turquie, officiellement, puis ça a été reconnu par la Turquie, qu'il y a 14 000 combattants qui sont venus aider le GNA en 2019, lorsqu'il y a eu l'offensive menée par Haftar contre Tripoli. Il y a ce point-là qui est crucial. Il y a aussi le fait que pour que le processus politique et électoral aboutisse, qu'il y ait réconciliation entre Libyens. Cette question de réconciliation est posée par l'Algérie. Monsieur Lamamra, aujourd'hui, on a parlé que peut-être, éventuellement, les Libyens peuvent compter sur l'expérience algérienne en matière de réconciliation pour aboutir à une sorte de créer un climat de confiance qui peut donner lieu et favoriser le déroulement du processus électoral. Certes, il y a des divergences au sein même de la Libye. Il y a une divergence entre le gouvernement et le Parlement, les tiraillements se poursuivent, mais cette démarche-là est nécessaire pour que, d'abord, le climat s'apaise et s'aplanit en Libye et que les pays du voisin qui vivent une sorte de panique, ou sinon de crainte imminente, que ce processus-là, parce que le temps presse et le temps n'est pas en faveur pourrait être l'ennemi des Libyens et même des pays voisins, que le processus soit bloqué ou n'aboutisse pas comme il est souhaité. Et qu'en plus, surtout que les puissances n'interviennent pas et se retirent immédiatement, y compris du processus politique. Mais aussi, si les pays voisins parlent d'une même voix, il faudrait aussi se poser la question et se demander est-ce qu'ils peuvent se conformer à cette démarche. Parce que les étrangers, les puissances, ne sont impliqués en Libye que grâce à des implications des pays voisins, il faut le rappeler aussi. Donc, par proxy, ils ont agi grâce à l'Égypte, qui a été l'un des appuis de Haftar, et puis les Émiratis ont intervenu grâce aux Égyptiens, ce qui a donné lieu à une sorte de confrontation entre puissances. Il y a eu d'abord la destruction de la Libye a commencé en 2011 et les implications et les interventions se sont succédées. Il n'y a pas eu l'arrivée de la Turquie ne s'est faite enfin je veux dire militairement, c'est-à-dire sur le terrain en 2019. Mais la Turquie était présente, elle fait partie de l'OTAN. Tous les pays membres de l'OTAN, que ce soit la Grande-Bretagne ou la France ou les États-Unis, ils ont participé à démembrement et à la destruction de la Libye. Et en plus, aujourd'hui, comme si on parle de présence d'armes ou que les tribus soient armées aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu une présence anormale, phénoménale d'armement en Libye, en dépit de l'embargo décrété par les Nations Unies. Aujourd'hui, il y a la question du départ des forces étrangères, la réconciliation et surtout que l'Union africaine, que les institutions légales, ce sont elles-mêmes qui chapeautent ce processus. Elles lui donnent une consistance et puis elles rassurent les Libyens quant au sérieux et quant à la possibilité d'aller à terme vers les élections générales le 24 décembre. C'est ça ce qui manque aujourd'hui. Et que les pays voisins sont là pour accompagner, non pas en tant que partie en confrontation avec les Libyens, mais en partie associés, en tant que partenaires. Ils proposent, mais ils sont à côté des Libyens, ils ne proposent pas une autre solution aux Libyens. Ils sont partenaires avec les Libyens dans la conclusion des accords de Berlin 1 et 2. Kamel Mensali, qu'est-ce qui nous garantit aujourd'hui que les puissances occidentales qui ont des intérêts en Libye vont se retirer, vont retirer leurs mercenaires? Est-ce que c'est le bloc que va représenter les pays de la région autour de Tripoli? Bien sûr, si les pays du voisinage décident et refusent que leur territoire serve de tremplin ou d'accès ou de base arrière pour que la Libye soit
continue à être le théâtre de confrontation entre les grandes puissances, c'est déjà un point. C'est-à-dire qu'ils refusent, ils constituent un bloc uni qui rejette toute intervention étrangère. Et en même temps, ils font pression, je veux dire, sur les puissances que désormais, ou dorénavant, il ne peut y avoir de dialogue, de démarche qui concerne la Libye sans leur implication, sans qu'ils soient impliqués et sans qu'ils participent. Et en même temps qu'eux-mêmes, en tant que bloc, agissent envers les institutions internationales, c'est-à-dire l'UA, l'ONU, l'Union européenne, pour qu'ils deviennent les véritables acteurs, que c'est eux-mêmes qui vont garantir le départ des forces étrangères. Aujourd'hui, c'est vrai que la solution est libéenne, doit être interlibéenne, notamment sur la question de l'unification de l'armée. Il y a certains problèmes sur ce chapitre-là que les Libéens n'arrivent pas, parce que l'armée en elle-même n'existe pas ou existe d'une manière un petit peu désordonnée. Les forces conquises qui sont sous le contrôle de Haftar. On va voir que c'est la réactivation des 5+5 interlibyens qui va activer sur ce dossier. Monsieur Corsi, je voudrais revenir aussi sur un point crucial qui a été longuement abordé lors de cette rencontre d'Alger. Il est question donc de lever absolument tous les obstacles dans la mesure du possible pour tenir ces fameuses élections générales très attendues par les Libyens. Il y a en tout cas consensus sur cela. La ministre libyenne des Affaires étrangères au cours de la conférence de presse qu'elle a tenue aux côtés de Ramtan Lamamra, le ministre des Affaires étrangères algérien, un peu rejeté la balle du côté du Parlement, puisqu'elle dit que du côté du gouvernement, sur le volet logistique, tout est plus ou moins pris en charge. Il reste le Parlement qui pose problème aujourd'hui avec les lenteurs, notamment sur la loi électorale. Oui, en fait, disons, dans toute démarche diplomatique, quand il s'agit de diplomatie, le chemin n'est ni droit, ni court, ni rapide. Ça demande un travail de longue haleine. Oui. De longue haleine. Et c'est pour ça que lorsqu'on parle de réconciliation, c'est-à-dire essayer d'apaiser les cœurs et les âmes, un pays sort du lot, c'est l'Algérie. Quand on parle de réconciliation, c'est l'Algérie. Parce que l'Algérie a, disons, une relative... Une expérience assez reconnue sur le plan international. Oui. En matière de règlement de conflit par voie pacifiquement dit. Et pas plus tard, tout à l'heure, avant de venir, je lisais une déclaration du Premier ministre soudanais qui rendait hommage à l'Algérie pour son implication pour trouver une solution politique au conflit du barrage de la Renaissance. L'Algérie s'est proposée comme médiateur. Voilà, et donc le Premier ministre lui-même, il a reconnu aujourd'hui, il a rendu hommage, et on a vu aussi que pratiquement tous les participants à la réunion des pays voisins de la Libye ont rendu aussi hommage à l'Algérie. Finalement, l'Algérie, non seulement par cette histoire de réconciliation nationale où elle a une certaine expérience, il y a aussi ce qu'on appelle un respect, c'est-à-dire quand l'Algérie abrite une réunion, les autres, entre guillemets, sont sûrs que les enregistrements ne vont pas partir ailleurs comme ça s'est fait à Casablanca en 1976. Donc il y a une... Sommet de la Ligue arabe. Voilà, il y a ce qu'on appelle une certaine éthique politique. Et l'Algérie, quand on parle de réconciliation, c'est exactement ça. C'est offrir un espace apaisé de confiance pour que les ennemis d'hier soient les associés d'aujourd'hui. C'est ça la diplomatie, et c'est peut-être à ce niveau que l'Algérie arrive à être, disons, l'élément clé de cette stabilité. Oui. Évidemment, elle ne propose pas un menu. Elle essaie, c'est comme l'a dit le président Tebboune, ce qui se passe en Libye, si jamais ça s'aggrave, ça touche aussi les pays voisins. La sécurité de la Libye, c'est aussi la sécurité de l'Algérie. Oui. Ça veut dire que l'Algérie est vraiment impliquée, inquiète de ce qui se passe. Mais aussi, ce qu'a dit aujourd'hui le président Tebboune en recevant les participants à cette conférence, il a dit « Laissez les Libyens décider de leur avenir ». Et ça, c'est très important. Laissez-les. Ça veut dire que toutes ces forces, avouées ou non, qui sont étrangères ou qui de l'étranger essaient d'intervenir dans le jeu libyen, tout simplement, devraient
un peu s'éloigner. Et c'est vrai que... Alors, pour répondre à ma question... Pardon, je termine mon idée. Même si, à un certain moment, quelques pays ont été à l'origine de cette implosion de la Libye, maintenant, 10 ans après, ils se sont rendus compte qu'on se rapproche d'un point de rupture. La Libye, ce n'est pas un pays lointain. La Libye, c'est à quelques kilomètres de la Méditerranée. Oui. Le Maghreb, c'est à quelques minutes de la Méditerranée. C'est un bloc, c'est une zone très, très importante. Et donc là, ils se rendent compte qu'il faut peut-être lever le pied de l'accélérateur. Et ceci dit, il ne faut pas aussi se leurrer, les convoitises resteront toujours aux Libyens de faire en sorte de faire le tri entre les amis. Pour revenir à ma question, Monsieur Koussi, je pense que vous l'avez oublié. Je parlais de la ministre... Le Parlement. Oui, de la ministre libyenne des Affaires étrangères qui a tout simplement rejeté la balle dans le camp du Parlement. Et elle dit, elle émet des doutes, hein, carrément. Elle dit qu'elle n'est pas capable aujourd'hui de dire si ces élections vont effectivement se tenir, si le Parlement campe encore sur... Le Parlement, il est traversé de plusieurs tensions. Oui. Maintenant, il s'agit de trouver ce qu'on appelle le dénominateur commun, parce que de toutes les façons, les oppositions resteront. Le plus important, c'est qu'on ne reste pas au niveau des oppositions meurtrières, suicidaires, que ces oppositions soient diluées dans un but commun, à savoir arriver à des élections. Et tout le monde, y compris le représentant du SG de l'ONU, il a pratiquement dit qu'il faut que ces élections se tiennent dans les délais. En langage diplomatique, ça a une signification très claire. Je voudrais ajouter pour répondre à votre question, les tiraillements qui existent entre le gouvernement et le Parlement. Et d'abord, le Parlement avait exigé du gouvernement de Beïba de faire le bilan de son action jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qui est attendu, il était programmé. Le débat sur la politique, enfin sur le bilan général de Beïba n'a pas eu lieu. Et en dépit, il ne sait pas qu'il a refusé de le faire, mais que la crise du corona a perturbé l'agenda du gouvernement. Donc il était question d'abord qu'il fasse le bilan, qu'il s'exprime sur le bilan, sur le budget qui lui a été alloué, avant que le Parlement lui accorde un nouveau budget. La question est là, la question des crises entre le Parlement et le gouvernement, c'est sur la question du budget. Il n'a pas encore eu le budget qui lui permet d'organiser les élections générales le 24 décembre prochain. Sans un financement, c'est un peu risqué d'aller... Il a besoin de financement. Mais... Hier était le dernier délai qu'il lui a accordé à Beïba pour qu'il fasse qu'il présente le bilan de son gouvernement. Il devait le faire hier, il ne l'a pas fait et ça crée une tension. C'est pour ça qu'on a demandé le retrait, qu'il y a eu une motion de retrait de confiance du gouvernement. On demande même le départ de Beïba, ce qui prolongera probablement la crise. Bien évidemment, on n'est pas dans ce scénario-là aujourd'hui. Les tiraillements se poursuivent. Et en plus, ce qui a encore exacerbé la tension entre le gouvernement et le Parlement, c'est limogeage du directeur de la NOC, de la compagnie pétrolière libyenne, qui était contrôlé par quelqu'un proche de Soulana, qui est proche de la tendance des frères musulmans, et parce que le gouvernement n'a pas le droit de limoger ni de nommer. Ce n'est pas dans ses prérogatives, et ça revient au Parlement. Donc ça a un petit peu créé, ça a encore envenimé la situation actuelle. Mais c'est pour ça qu'on parle de réconciliation. Qu'il y ait que dans la déclaration d'aujourd'hui, on parle d'une mission de ministre, une délégation ministérielle qui devait aller en Libye pour justement dégoupiller ou pas planir les difficultés qui existent pour aboutir au processus de 24 Aussi, je voudrais aussi ajouter une chose. L'Algérie ne cherche pas à redorer son blason sur le plan diplomatique avec cette réunion. Elle ne cherche pas ça. Ce qu'elle cherche, c'est qu'elle devient, soit en tant que pays ou en tant qu'ensemble, un acteur incontournable, non pas seulement pour qu'elle soit consultée, mais qu'elle participe de près avec les Libyens dans le règlement de cette crise, parce qu'en étant en pays voisin, la répercussion de tout échec
de tout chaos ou de tout dérapage retombe sur ces pays-là. On a vu que il suffit de se rappeler ce qui s'est passé en 2013, en janvier 2013, avec l'agression de Tigran Tourin, qui a été le résultat et le résultat d'un chaos libyen. Les armements étaient éparpillés, les groupes terroristes rentraient et sortis comme ils voulaient de Libye. Et aujourd'hui, avec la présence des djihadistes dans les frontières, parce que dire que les djihadistes ou les terroristes sont aux frontières, c'est-à-dire qu'on a pratiquement une frontière, non pas avec la Libye, mais avec des terroristes. Oui. Ils sont 14 000, ils représentent quoi? Ils représentent un danger pour les 9 000 kilomètres de frontières qui existent entre l'Algérie et qui séparent l'Algérie à la Libye. Toutes ces questions-là sont un casse-tête pour tous les pays. Alors, attendez, vous anticipez un peu sur plusieurs sujets dans votre réponse, parce que j'aimerais Je ne savais pas que j'anticipais. Beaucoup. Mais je voudrais qu'on revienne au Parlement, puisqu'on en parlait d'ailleurs hier avec vous, sur les blocages par rapport à la loi électorale, puisque les financements, la ministre libyenne des Affaires étrangères a dit que ce côté-là a été plus ou moins aplani. La commission ou l'autorité qui va surveiller les élections a eu son budget. C'est un autre débat. Par rapport aux élections. Le budget des élections a été... Non, c'est la commission elle-même, mais non pas l'organisation. L'organisation peut-être non, l'organisation c'est au niveau différent du gouvernement. La loi n'a pas encore été votée. Ouais. Le problème qui se pose au niveau de la loi... Donc c'est la loi. On est en train de discuter la loi article par article. Ce n'est pas comme une loi qu'on envoie au Parlement, elle est débattue, expédiée rapidement. Non, c'est... Tous les tendances en Libye sont en train de discuter. On parle loi par loi, article par article. C'est ça qui a rendu... C'est un processus long. Lenteur, vous en conviendrez. Pourquoi? Parce que la précédente loi présentée par Sarraj, elle excluait, elle ne donnait pas la chance, elle ne donnait pas le droit à tous les Libyens, y compris ceux qui étaient dans l'ancien régime ou ceux qui exercent des fonctions militaires ou dans des commis de l'État. Aujourd'hui, cet article-là a été changé et qui permet maintenant à tout Libyen, qu'ils soient militaires, civils, occupant des postes supérieurs, de participer aux élections 3 mois avant la date du scrutin, à condition qu'il démissionne. Et dans le cas où il n'est pas élu, il peut revenir à son poste. Ça, c'est une nouveauté qui a été, parce qu'on a voulu exclure tous. Haftar avait des ambitions électorales. Et la loi qui a été faite par Sarraj était justement de l'écarter de toute ambition présidentielle. Et c'est pour ça que maintenant, les Libyens passent à la loupe cette loi. Évidemment, non, mais si ça prend plus de temps ça que ne va prévu, pas prendre beaucoup de temps. Ce n'est pas la loi qui est problématique, c'est la présence étrangère. Si on arrive à faire sortir tous les forces étrangères qui ont des ramifications en Libye et qu'on arrive à la réconciliation, peut-être qu'on aura balisé le terrain pour le scrutin de 24 décembre. Alors, juste une question par rapport à ce qu'on est en train de dire, puisque, encore une fois, je rebondis un petit peu sur les déclarations de la ministre libyenne des Affaires étrangères qui dit, qui selon elle, la stabilité de la Libye ne se fera pas sans ces élections, et la stabilité, ces élections vont devoir stabiliser donc la Libye. Est-ce qu'on ne focalise pas un peu trop aussi sur cette échéance qui, s'il y avait échec dans son organisation, dans la tenue de ces élections, est-ce que les conséquences ne seraient pas plus graves qu'elles ne le sont déjà? En fait, je pense qu'on part du principe qu'à partir du moment où tout le monde est concerné par ces élections et qu'il se retrouve dans les différents articles de loi qui va organiser ces élections, on part du principe que les gens vont accepter. Voilà. Maintenant, y aura-t-il des mauvais perdants? La question, elle est là. Parce qu'à partir du moment où toutes les forces acceptent de participer à ce rendez-vous électoral, qu'est-ce qui va se passer après? Même si ça va se passer, disons, ces élections avec 1 mois ou 2 mois de retard, le plus important, c'est le jour d'après. Est-ce que ces élections vont être reconnues par les différentes forces? Pourquoi elles ne le seraient pas, selon vous? Je dirais peut-être de mauvais perdants. Non, c'est les élections. Écoutez, si les élections sont garanties, parce que déjà... Garanties par qui, Kamel Mensah? Non, déjà, il y aura c'est-à-dire qu'il y a une commission, il y a une participation des observateurs étrangers, et puis la loi électorale est approuvée par le Parlement, donc il y a l'extraction de toutes les tendances libyennes, y compris tribales.
Donc ces élections-là, générales, du moment que la loi électorale est approuvée, donc on ne peut pas revenir là-dessus. Non, je parle de la neutralité. Maintenant, la neutralité, il faut que ça se passe bien la neutralité, aussi, les élections. la neutralité, transparence. vous parlez sur le plan organisationnel. La neutralité doit se faire comment? C'est quand il y a la sécurité, garantir la sécurité de toutes les circonscriptions électorales en Libye et garantir le bon déroulement de la campagne électorale et garantir la sécurité des candidats. Tous ces éléments-là sont importants. Qui c'est qui va les garantir? Lorsqu'on aura unifié l'armée et les forces de sécurité, la plupart des forces de sécurité sont disons, régulières, qui sont bien entraînées, structurées, et se retrouvent à l'ouest, c'est-à-dire à l'est plutôt. C'est à Barqa et ceux qui sont sous le contrôle de l'Island. Donc, c'est les plus structurés et les plus organisés. Les autres, ce sont des milices, c'est-à-dire la force 101 qui entoure Tripoli. Elle est constituée de miliciens, des anciens frères musulmans, des djihadistes. Donc, c'est une armée, c'est une force hétéroclite qui n'a pas vraiment une consistance structurée et reconnue. Certes, le GN a essayé de la former, mais n'a pas donné lieu à quoi que ce soit. Ce que je veux dire, c'est que pour que ce soit demain, certes, il n'y aura pas ça ne fera pas des heureux. Les élections, c'est comme ça. Et on va pas créer une sorte d'élection, comment dirais-je, embellie, utopique en Libye. Ça n'y aura pas. Donc, c'est les élections comme partout dans le monde. Mais comme le processus du 24 décembre, c'est un début de solution. Ce n'est pas la solution en elle-même, c'est le début d'une solution. On parle même pour que si les élections se déroulent normalement, la Libye ne pourrait retrouver la stabilité qu'en 2025. C'est-à-dire qu'il faut reconstruire le pays d'abord, que tous les pays qui ont participé à la destruction de ce pays doivent le rebâtir en concertation avec les pays du voisinage. Maintenant, vous savez, on a créé une ceinture. Les pays du voisinage ont créé une ceinture autour de la Libye. Il ne peut y avoir désormais une solution, une démarche, où ce qui se déroule actuellement sans la participation de ces pays. Et en plus, la prochaine réunion qui va se dérouler en Égypte, elle est annonciatrice d'une démarche qui existe déjà. Et que si elle existe, c'est-à-dire qu'il y a un mécanisme qui va être mis en place et que ce n'est pas juste de l'encre sur du papier, mais vraiment une démarche marquée par le fait qu'il va y avoir associé les principaux organisations mondiales, l'UA, l'ONU, la Ligue arabe et l'Union européenne, la participation de ministres qui seront désignés par les pays du voisin pour aller sur le terrain et la réactivation de la commission politique et sécuritaire, c'est déjà un acquis. Jusqu'à aujourd'hui, en plus, jusqu'à aujourd'hui, moi, ça m'a fait un petit peu, ça m'a choqué déjà la déclaration de Salamé lorsqu'il avait dit, avant de partir, que personne ne tenait compte des pays voisins. Il n'était ni consulté, ni invité. C'est l'acquis principal de cette rencontre aujourd'hui. Oui, c'est ce qui a fait dire aux participants un peu de manière globale que c'était une réussite. C'est sur ce plan-là. Vous savez, c'est la convergence de tous les pays le fait que ces pays se rassemblent, c'est déjà un acquis. Mais le plus important, c'est de garantir la pérennité de cette démarche. Que l'un ou l'autre pays ne va pas tourner le dos. On a une expérience avec un pays dont je ne citerai pas le nom, mais je vais le dire, c'est l'Égypte. Ils ont tout le temps été un petit peu ambivalents. Parfois les positions de l'Égypte ont été toujours ambivalentes. Mais là, les impliqués dans la question sécuritaire va les responsabiliser. Si cette fois-ci l'Égypte, un petit peu, c'est ça. En plus, l'Algérie n'est pas responsable. En cas d'échec, ce ne sera pas la responsabilité de l'Algérie. Aucun pays, l'Algérie, elle a organisé, mais elle n'est pas responsable de l'échec. Si demain il y aura un échec, elle ne sera pas responsable. Mais pour le moment, je dirais les chances de l'échec sont minimes. Je vais dire les chances de l'échec sont minimes. Par rapport à l'Égypte, pardonnez-moi, je veux juste souligner un point que vous avez soulevé. Par rapport à l'Égypte, aujourd'hui, Ramdan Lamamra a souligné qu'il y avait une convergence de vues par rapport à ce qu'on a pu connaître par le passé. Parce qu'il y a eu beaucoup de changements, c'est vrai. À un moment donné, Abdel Fattah Sisi avait parlé qu'il était à 100%. Il avait dit dans un discours en décembre 2019, il avait dit que l'Égypte soutiendra l'Island, c'est-à-dire l'armée de Haftar, et à un moment donné, ils sont allés même dire que la Sirte est une ligne rouge. Ils étaient totalement impliqués. Maintenant, avec le changement qu'il y a eu, ils se sont rapprochés du gouvernement de Beïba. Ils essayent par tous les moyens de trouver une certaine entente pour déjà
pour déjà le fait que, parce que le plus grand problème de l'Égypte a été les frères musulmans. C'est une question d'idéologie, c'est une question qui concerne le régime lui-même. C'est un blocage. Ce problème-là ne se trouve plus, n'est pas sur le terrain. Donc les Égyptiens se sentent plus ou moins à l'aise pour aller vers une démarche conjointe avec le gouvernement actuel. Monsieur Koussi, vous vouliez réagir? Oui, je voulais dire, c'est vrai que cette architecture technique pour faire des élections, y compris le côté financier, le côté législatif et tout, mais en fait, il y a une condition en amont. Il y a ce qu'on appelle la réconciliation. Si les gens viennent sur le terrain, mais chacun il cache dans son burnous un couteau, ils ne vont pas partir loin. Ça ne va pas aboutir. Et c'est pour ça que la Mamra a dit que d'abord la réconciliation nationale, parce que si il y a cette réconciliation, il y a acceptation et chacun essaiera de faire un pas vers l'autre. Mais s'il n'y a pas cette réconciliation, si les différents groupes restent crispés sur leur position, évidemment cette architecture peut être retardée ou peut-être contournée ou peut-être Mais est-ce qu'il n'y a pas invalidée. une forme de barrière psychologique par rapport à cette date aujourd'hui? Si les élections ne se tenaient pas à cette date, il pourrait y avoir des conséquences. Je n'ai pas de boule de cristal. Selon vous, évidemment. Je n'ai pas de boule de cristal, mais il me semble que d'abord... Ce ne serait pas la première fois qu'une date serait reportée, une date retenue pour les élections soit reportée. Pour mieux faire, mais pas reportée de façon... S'inédiée, Voilà, indéfiniment. Si c'est reporté pour quelques semaines ou un mois, peut-être que ça permettrait d'aplanir quelques difficultés qui vont apparaître en cours de route. Mais sinon, ça reste... Et ce point de vue, il est très important, il est cardinal, c'est la réconciliation. Si les gens ne veulent pas de cet espace apaisé, l'architecture, quelle que soit son architecture, son efficacité ou son côté technique ou merveilleux ou financier, sera caduque. Il faut d'abord amener les Libyens à s'accepter en tant que tels. Et à propos de réconciliation, il y a l'unification de l'armée, à travers notamment le comité libyen des 5+5 qui donc va se retrouver réimpliqué dans ce processus de stabilisation. C'est un comité, pour nos amis téléspectateurs, c'est un comité militaire mixte libyen, 5+5, 5 membres du gouvernement libyen légitime et 5 autres des forces de Khalifa Haftar. Mais on sait que du côté de l'Ouest, l'incursion de Haftar reste encore dans les mémoires. Est-ce que ce comité peut encore travailler de manière apaisée? Ça ne fait pas si longtemps que ça qu'il y a eu cette fracture entre militaires, entre les deux camps. Les ambitions sont des fois féroces. Quand il s'agit de guerre ou d'affrontement, bien évidemment, ça se passe généralement dans la violence. Et je pense que la ministre libyenne est bien placée quand elle a énuméré les différentes conditions pour arriver à des élections et elle a placé l'unification de l'armée au centre de ses priorités. C'est très important. Maintenant, si ça reste tiraillé de différentes parties, c'est évident que ce rendez-vous électoral est voué à l'échec. Comme je le disais tout à l'heure, l'armée, c'est vraiment l'axe central. Parce que finalement, quand on a détruit la Libye, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu réémergence des tribus, afflux de terroristes et dispersion de l'armement. Mais si l'armée était restée unie, ce cas de figure ne se serait pas posé, ou s'il s'était posé, il aurait été réglé dans un laps de temps relativement court. C'est parce que cette armée a aussi suivi cette explosion et cette dispersion de l'armement que ça a pris tout ce temps-là. Et ce n'est pas encore réglé. Ça fait 10 ans que les Libyens vivent l'enfer. Et en réalité, il n'y avait pas une armée digne de ce nom. Oui, c'est le problème. C'est le problème de la fragilité des États. C'est le problème de la fragilité des États centraux. Kadhafi avait tablé sur les comités populaires. C'est-à-dire que c'était plutôt que l'armée. Donc, il avait même balayé les fondements des tribus. Donc, il ne comptait pas. Il a dit qu'il ne faut plus parler de tribus. Donc, il a essayé de créer une sorte de régime. Mais ça a coûté ce que ça a coûté.
Pour revenir à la question de 5+5, ce qui achoppe à cette commission, c'est plutôt d'abord qui commandera cette armée. Il y a les points de démarcation sur les zones qui n'ont pas été encore réglées, pour les zones du cessez-le-feu, où se termine aussi, parce que les derniers combats qu'il y a eu, les derniers affrontements, ont changé la donne sur le plan géographique. Donc les troupes turques ont avancé dans des positions qui en réalité n'étaient pas la leur. Donc est-ce qu'on tient compte de ça? Parce que les questions posées par l'ANL, c'est que ces positions-là n'existaient pas avant les combats. Donc où commence le cessez-le-feu, où se termine? D'un côté, la question, l'ANL était disposée à aller vers une sorte de construction d'une armée, mais cette armée-là ne peut être construite avec la présence des étrangers. Parce que de l'autre côté, il y a le risque d'intégrer des éléments étrangers ou d'intégrer des miliciens qui n'ont jamais été des véritables combattants, mais une sorte de mercenaires légalisés, oui. Donc créés par les milices. C'est un petit peu ça qui est aujourd'hui posé lors des discussions. Et en même temps, une armée, elle a besoin aussi de financement, elle a besoin de structures, elle a besoin de casernes, de se déployer. Est-ce que le siège, on discute même du siège du ministère de la Défense, est-ce qu'il sera à Benghazi ou à Tripoli? Toutes ces questions-là sont... Et il y a aussi, il ne faut pas négliger la dimension tribale en Libye. La Libye, vous savez que c'est une tribu, c'est des centaines de tribus. La principale tribu qui contrôle Tripoli, qui est les Tarhouna, qui a une filiale des branches de 60 tribus, avec les Warfella, étaient en guerre avec les tribus de Beni Slimane au sud, dont les Gdedfa font partie. Donc il y a beaucoup de sang entre eux. Cette question-là est encore posée. Et c'est parmi ces questions-là de la réconciliation qui vont être débattues, c'est celle-là. Et en plus, beaucoup de tribus sont militarisées. Lorsqu'il y a eu le démembrement de l'armée, les armements se sont retrouvés éparpillés dans le pays. Au départ, certaines tribus n'avaient pas d'armes. Maintenant, ils se sont armés pour se défendre. Il y a eu beaucoup d'affrontements entre Beni Walid, entre beaucoup de tribus, parce que même les divergences sont apparues, ce soit les tribus de Barqa ou les tribus de Warfel, enfin de l'Ouest. Toutes ces tribus-là se sont tirées dessus. Et le contrôle de l'aéroport de Maïtka pendant 3 batailles qui ont eu lieu, c'était généralement entre des tribus, parce que c'était un point essentiel que les Turcs voulaient prendre, mais qu'ils n'ont pas réussi à le prendre, parce que c'est toujours presque une zone de conflit. Parfois, c'est prise par un parti, parfois par l'autre. Toutes ces questions-là, sur le terrain, sont réelles. On n'en parle pas. On n'en parle pas, mais ce sont ces détails-là qui font le quotidien des Libyens. Alors, pour répondre à ma question, est-ce que les 5+5 peuvent travailler dans un climat apaisé au vu de la situation sur le terrain? C'est un travail d'ensemble. C'est un travail d'ensemble. Les tribus, le Parlement, la réconciliation, les pays du voisinage, ce n'est pas un travail isolé. Il faudrait que tout le processus marche ensemble. Si l'un ou l'autre cafouille ou dérape, ça risque de retarder l'échéance électorale. Mais comme je vous l'ai dit, que le 24 n'est pas la solution, mais le début d'une solution. Et est-ce que si l'échéance électorale est retardée, ça peut jouer sur le moral des Libyens c'est ce que je disais, ça peut jouer sur le moral des Libyens, y compris des pays voisins qui regardent attentivement, qui suivent attentivement, y compris l'opinion publique, que probablement on va vers un nouveau échec en Libye. Mais je pense que si les pays voisins accélèrent le processus et s'impliquent directement dans les prochains jours, je pense que le processus du 24 décembre aura une chance. Alors, et ce n'est pas... Moi, à mon niveau, je n'ai pas peur du 24 décembre plus que de la loi électorale et l'organisation des élections. Plutôt, c'est ça. Vous disiez tout à l'heure que la loi électorale ne pouvait pas constituer un réel... Moi, je dirais les jours d'après. Elle fera. Je dirais les jours d'après les élections. Ceci dit, pour les tribus, généralement, quand on parle de la Libye, c'est vrai qu'on a tendance, et c'est tout à fait normal, de politiser toute cette question. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi le grand banditisme. Il y a des groupes qui sont... J'allais y venir. Qui sont approvisionnés dans l'arsenal d'Al-Kadhafi, qui n'ont pas un enjeu politique, alors, justement, mais qui contrôlent certaines routes commerciales. Ça se passe au Sahel et ça se passe aussi en Libye. C'est-à-dire la question n'est pas uniquement
de confrontation politique ou d'opposition idéologique ou de territoire, mais aussi de banditisme. Mais est-ce que ces milices, M. Kossé, vont travailler sous la même bannière, vont être intégrées dans l'armée, puisqu'on le voit dans le quotidien des Libyens, et c'est quelque chose peut-être que les gens ne savent pas, ces milices font pression quotidiennement sur le gouvernement ou sur les Libyens eux-mêmes. Il y a des coupures d'eau et d'électricité à cause des coups de force de ces milices, des coupures d'eau d'ailleurs depuis bientôt une semaine dans une grande partie de la Libye à cause d'une milice qui fait pression pour faire sortir l'ancien ministre de l'Intérieur. Je pense que vous avez vu cette information, l'ancien ministre de prison à Senoussi. Donc voilà, c'est ça la réalité libyenne aussi. Absolument, c'est un travail en fait très complexe, parce que si on parle d'unifier l'armée, l'unifier ne veut pas dire reprendre tout le monde, toutes ses composantes, avec toutes ses contradictions. Alors, comment faire justement pour assainir ce corps essentiel, ce cœur battant de la Libye? Comment faire? Parce qu'il ne s'agit pas de reprendre ou de prendre tout le monde ou d'accepter tout le monde. Alors comment faire justement? Vous pouvez nous donner peut-être des éléments de réponse. Il y a donc les milices, on va en parler de ces mercenaires. Et ils ont une capacité de nuisance très forte. Évidemment. Et comment aussi faire sortir ces mercenaires étrangers? Dans quel cadre? On a parlé d'une organisation, de cette démobilisation. Comment elle va se faire selon vous? D'abord, il faut respecter les deux résolutions de l'ONU, la 2570 ou 2551, qui justement... Par rapport à cette question. Oui, c'est les résolutions de l'ONU qui ordonnaient des départs des forces étrangères, y compris les mercenaires. C'est écrit dans les deux résolutions. D'ailleurs, dans la déclaration aujourd'hui, la déclaration finale, cette question-là de retrait des forces étrangères est répétée 2 fois. On la retrouve dans 2 articles. Oui. Donc c'est le point nodal de la question libyenne pour le règlement de la crise. Et en même temps, pour pouvoir amener ces pays-là à retirer leurs troupes, il faudrait qu'il y ait un engagement international. C'est-à-dire même les puissances comme les États-Unis ou la Russie doivent agir en Russie, ou compris peut-être la Chine, doivent agir et faire pression sur les forces sur le terrain. Il faudrait les pousser, les amener à faire sortir leurs troupes ou leurs mercenaires. Ça, c'est très important. C'est-à-dire on ne peut pas, si on veut faire réussir le processus électoral du 24 décembre, et il faut que ces forces étrangères quittent le territoire. C'est un territoire libyen pour permettre aux Libyens de trouver la solution au problème des élections. On ne peut pas faire des élections tout en étant occupés, alors que les rues, surtout la capitale, est pleine de forces étrangères et que des villes entières ne sont pas sous contrôle des forces libyennes. Donc c'est important pour que les Libyens reprennent le contrôle sur les territoires, sur la géographie et sur les institutions, que toutes ces forces-là se retirent, y compris de l'aéroport de Zawra, qui est l'un des aéroports utilisés par l'armée turque. Donc les forces étrangères doivent partir. C'est une question de vie ou de mort, disons-le. Mais on ne sait pas encore dans quel cadre va s'organiser ce départ. Il revient aux pays qui ont ramené la Turquie les a ramenés officiellement. Il y a des vols entre Antalya et Zawra réguliers. Donc ils peuvent. Mais est-ce que ces mercenaires vont coopérer? Certains qui sont sortis de l'autorité de leur commanditaire. S'ils sortent, ça devient problématique. Ça veut dire que vous êtes capable de les amener, vous n'êtes pas capable de les faire sortir. Ce sont des terroristes. Ils n'obéissent pas. Celui qui les a ramenés doit les faire sortir. Qu'ils prennent la responsabilité. On n'est pas dans un jeu d'enfant ici, donc c'est un État. Il y a des institutions, il y a des résolutions, il y a une implication. L'Algérie ou les pays voisins ne toléreront pas qu'il y ait des terroristes. Si le président avait parlé de risque de terrorisme à nos frontières au Mali et en Libye, c'est parce qu'il y a un problème de stabilité que l'Algérie, auquel elle pense régulièrement. Il nous coûte très cher le déploiement des forces armées dans nos frontières pour colmater, pour surveiller les frontières. C'est coûteux en armes, en hommes et en matériel. Et en argent. Donc on ne peut pas continuer. Et c'est valable pour tous les pays. Le Tchad souffre de l'instabilité et qui a donné lieu à un va-et-vient constant de mercenaires. Et le Niger aussi, la Libye aussi, enfin le Soudan aussi. Donc forcément, il faut que cette région-là soit colmatée, soit protégée et sécurisée. Comment? En faisant sortir les forces étrangères. Une fois que les forces étrangères sortent, il n'y a plus
d'arguments. Il n'y a plus d'arguments pour quiconque de rentrer ou d'utiliser ces forces-là comme moyen de pression sur les Libyens ou pour faire capoter n'importe quelle initiative. C'est là le plus important. Comme je vous ai dit, des puissances doivent agir s'ils y croient vraiment à la solution libyenne, parce que même si au fond, ils sont loin géographiquement de la Libye, mais il y a trop d'intérêts en jeu. Si l'un ou l'autre partie ne prennent pas ses responsabilités, ça peut donner lieu à l'apparition d'une nouvelle force. Et nous savons pertinemment les déclarations de Blinken en Algérie. Il avait dit qu'ils ne veulent pas que la géographie ni la géostratégie changent en Libye et en Méditerranée. Alors, je vais rebondir, M. Koulsi, sur la question de la réconciliation. Vous en parliez tout à l'heure. La ministre libyenne en a parlé aussi. Et elle a dit à ce propos que c'était le Conseil présidentiel libyen qui prenait en charge cette question. On sait qu'aussi la Commission de l'Union africaine va aussi accompagner ce processus de réconciliation nationale. Est-ce que cette rencontre qui aura lieu, rencontre interlibyenne, qui aura lieu donc pour initier un processus de réconciliation, est-ce qu'elle donne de l'espoir? Ce sera une première, en fait. Mais, bien sûr. En fait, je voulais d'abord, j'ouvre juste une parenthèse à propos de faire sortir ces mercenaires et ces combattants étrangers. Il faudrait aussi éviter le risque, comme je disais tout à l'heure, des vases communicants. Des vases communicants. Ouais. Bon, les faire sortir, qu'ils retournent dans leur pays. Certains pays pourraient dire non à leurs ressortissants mercenaires. Oui. D'ailleurs, déjà, il y a un pays africain qui a déjà dit non au retour de ces mercenaires. Donc, ce double moulinet, si je puis dire, d'abord les faire sortir, mais éviter qu'ils se dispersent ailleurs. Oui. Ça, c'est déjà vu. La sécurisation des frontières. Ça, c'est déjà vu en Afghanistan. Ça s'est déjà vu. Donc, la dispersion des terroristes qui se retrouvent dans d'autres théâtres où il y a une fragilité de l'État. Parce que tout à l'heure, on parlait du tribalisme. C'est vrai que la fragilité de l'État central favorise aussi et attire comme un aimant, c'est la mésaventure ou la tragédie du Sahel tient aussi à la faiblesse de l'État central dans cette région. Oui. Maintenant pour la réconciliation. Maintenant pour la réconciliation. Cette première réunion qui va se tenir en Libye. Première réunion, d'abord. C'est déjà un signe d'apaisement. Le fait que, disons, les pays de la région qui prennent en charge cette question de sécurité régionale. Parce que moi, je pense qu'en Libye, il doit y avoir maintenant un courant assez important pour la paix, de toute façon, pour la paix. Donc le fait que les Libyens voient qu'il y a des pays qui pèsent sur la scène internationale, qui interpellent les institutions internationales, que l'ONU vienne, que l'Union africaine vienne, que l'Union européenne, que la Ligue arabe, ça dit qu'il y a finalement un intérêt international. Vous pensez que ça va les encourager? Mais bien sûr, ça va les encourager. Ils vont se dire, on n'est pas seul, parce que le premier problème, ce qui est valable pour une société ou un pays est aussi valable au niveau individuel. Oui. C'est ce sentiment d'être rassuré, d'être oublié, d'être rejeté, d'être laissé seul face à la tragédie. C'est ça qui crée le désespoir et qui peut justifier certains actes. Le chaos, tout ça. Voilà. Mais le fait qu'il y ait ces pays-là et ces institutions, ça permet aussi de lancer un message assez important. Et les Libyens sont à l'écoute, bien évidemment, de ce qui se passe et de ce qui s'est passé à Alger. Évidemment. Je voulais poser une dernière question, même si je vous laisserai le champ pour réagir. Attendez, je pose ma question, vous réagirez en même temps. Donc, je voulais parler de ce gouvernement qui sortira donc le gouvernement, le président libyen qui, en tout cas, qui sortira de tout ce processus électoral libyen. Est-ce que vous pensez qu'il aura la légitimité pour justement sortir de cette défaillance, de cette fragilité de l'État central libyen, qu'il pourra réunir les Libyens autour de lui? Vous allez vite en besogne, c'est-à-dire qu'il faut attendre que les élections... Mais est-ce que vous pensez que les élections vont sceller cette légitimité? Que la campagne électorale commence, ce qu'on pourrait comprendre, avec les sondages et tout, peut-être qu'on pourra analyser mieux.
Pour revenir à la question de la réconciliation, donc il y a une délégation ministérielle qui va se déplacer en Libye, donc on ne connaît pas la composante, mais bon, peut-être ça sera quatre ministres qui vont partir là-bas, et logiquement, je dis bien logiquement, parce que... Pourquoi 4 ministres quand même ça? Je pense que c'est 4 ministres, je n'ai pas dit. Pourquoi vous pensez que c'est 4? 4 tripartites, j'ai même entendu que ce serait une tripartite, 4 ministres, mais une délégation ministérielle qui va partir en Libye, qui va entamer les contacts avec les Libyens, justement, et logiquement, je pense que les pays qui ont de l'influence, qui ont un petit peu des interactions, ou bien qui peuvent influer quelque part, qui peuvent être écoutés. L'Égypte avec Haftar, l'Algérie, elle peut participer avec certaines forces, y compris les Touaregs, peut-être les Tchadiens avec les Tobous. Donc les pays du voisinage peuvent éventuellement, chacun de son rôle, chacun selon sa capacité, participer à faire des contacts pour amener les Libyens autour d'une table de réconciliation. Oui. Et ne pas oublier la haute commission de l'Union africaine qui va elle aussi se déplacer et qui va chapeauter un petit peu le processus de réconciliation nationale, qui va lui donner un socle légitime. Et bon, maintenant, combien ça va prendre de temps? Nous sommes à 4 mois des élections de générales. Combien ça va prendre de temps, cette opération de réconciliation? Est-ce que c'est une réconciliation qui va aller au-delà du 24 décembre? On n'en sait pas. Peut-être que les élections auront lieu, mais la réconciliation peut prendre du temps, peut aller au-delà du 24 décembre. On n'en sait rien, mais toujours est-il que ce sont des démarches différentes. Il faut pas... Les élections, c'est une chose, parce qu'on doit doter la Libye d'une institution centrale et valable, parce que ce qui se passe en Libye est un petit peu en faveur des Libyens. Les Libyens sont en train de construire quelque chose qui n'existait pas, contrairement à des pays qui ont des gouvernements qui sont faibles. Les Libyens sont en train de construire un gouvernement, des institutions, de nouvelles reconstruction institutionnelle. Cadres, ils ont des ministères, c'est-à-dire ils vont construire quelque chose de nouveau et qui pourrait éventuellement donner lieu, ce nouveau gouvernement, le nouveau président, ira vers une réconciliation nationale qui fera partie que ce soit de forme de projet à soumettre à un référendum, ou bien on peut l'imaginer effectivement, ou bien selon l'expérience algérienne, ou peut-être entre un accord intertribal, on n'en sait rien, mais le mécanisme va être précisé. Ce qu'il faut retenir, c'est que la réunion d'Alger, elle a consacré un mécanisme. Oui. Elle n'est pas simplement une rencontre, juste pour se rencontrer ou dénoncer ou donner des recommandations. Elle a des éléments pratiques pour trouver et accompagner les Libyens vers le processus du 24 décembre. Avec la supervision des pays voisins. Je vous remercie, messieurs. Le temps qui nous est imparti est déjà terminé. Monsieur El Koulsi Mohamed, je rappelle que vous êtes directeur général du quotidien El Moudjahed, et Kamel Mansaleh, directeur de publication du quotidien Le Jeune Indépendant. Merci. Merci d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement. Excellente suite des programmes. Bonsoir.